L'invité du jour, Philippe Wechter, chef économiste chez Ostromaem. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors avec vous ce matin, on refait la semaine économique et si vous le voulez bien, on commence par la réunion de politique monétaire de la BCE hier et l'arrêt du programme de rachat d'actifs qui alimente les marchés depuis 4 ans. Alors j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est grave, docteur ? C'est pas si grave que cela, parce que la BCE va continuer à rester active. Ce qu'a dit Mario Draghi et la BCE hier, c'est que le montant des liquidités qui a été acheté va rester à ce niveau-là. C'est-à-dire les 2600 milliards que vous évoquiez précédemment vont rester au bilan de la Banque centrale. Tous les revenus du portefeuille seront réinvestis. Donc la Banque centrale n'alimente plus les liquidités, mais elle laisse quand même un niveau de liquidité absolument considérable et pour encore pas mal d'années. Donc il n'y a pas de rupture profonde. C'est simplement le fait qu'il est peut-être temps de modifier, d'altérer un peu la politique monétaire de la zone euro. Alors justement, j'allais vous demander, est-ce que ce changement de cap quand même dans la politique monétaire aussi bien de la BCE que de la Fed est opportun et bien mené dans le contexte économique actuel? Sur la zone euro, il y avait un problème technique, parce qu'il y a des problèmes sur le nombre de Bund, d'obligations allemandes disponibles, etc. Donc il y avait déjà beaucoup de liquidités. Est-ce qu'il était nécessaire d'aller plus loin? Peut-être pas. La BCE a jugé que non. On notera cependant que, en dépit d'un programme d'apport de liquidités considérable, l'objectif que s'était fixé la BCE en mettant en place ce que, c'est-à-dire on va revenir à une inflation à 2%, il n'est toujours pas respecté. Donc il y a quand même une interrogation sur ce point. Ce que nous dit la BCE dans le même temps, c'est qu'elle n'est pas prête de remonter ses taux d'intérêt. Donc elle lâche un petit peu d'un côté, mais elle maintient le caractère très accommodant de l'autre. Du côté de la Fed, qu'on va voir la semaine prochaine, la situation est un peu différente, parce qu'aux États-Unis, la croissance est un peu plus forte, parce qu'il y a une politique budgétaire beaucoup plus volontariste de la part de la Maison-Blanche, et l'objectif initial de Jerome Powell, à partir du mois d'avril notamment, est de dire la politique budgétaire est excessive, il faut que je corrige, moi, du côté de la Banque centrale. Donc, d'où la remontée des taux américains, et ça va encore probablement continuer, et on voit bien qu'on n'est pas du tout dans la même phase, on est 2-3 ans en retard par rapport au cycle monétaire américain quand on regarde la zone euro. Ça ne veut pas dire qu'on suivra exactement le même chemin, mais on est dans un stade où on était aux États-Unis en 2014 à peu près. Est-ce que vous avez le sentiment que quand même la Fed, pour la première fois, est influencée dans ses déclarations, si ce n'est dans sa politique, par la Maison-Blanche? Non. La Fed s'interroge sur l'allure de sa politique monétaire, parce que elle voit bien avec tout le monde que les pressions inflationnistes restent quand même très limitées, et donc ça modifie son jugement. Comme elle n'anticipe pas non plus de réaccélération de l'activité, elle peut être peut-être plus modérée en 2019 qu'on l'imaginait. Ceci étant, quand on regarde l'économie américaine, on voit apparaître des déséquilibres plus importants, notamment dans les rapports avec le reste du monde, et ça peut être un élément clé pour la Banque centrale, de dire attention, il faut que je limite la demande intérieure pour éviter l'apparition de ce type de déséquilibre, et ça peut jouer de façon importante. Alors ce qui a en fait, pour terminer sur la BCE, sur les banques centrales, ce qui a inquiété le marché, c'est pas tant l'arrêt des rachats d'actifs, mais plutôt les perspectives, en tout cas les prévisions de la BCE, qui ont été encore revues à la baisse pour l'Europe, évidemment, en 2018 et 2019. C'est à peu près 10 points de base par rapport aux prévisions qu'elle avait données en septembre. Oui, elle s'est ajustée parce que les choses, la dynamique de l'activité, on le voit à travers les enquêtes et auprès des chefs d'entreprise, cette dynamique-là s'est dégradée un petit peu plus vite que ce qui était imaginé. Mais c'est une perspective qui est cohérente avec ce que les économistes ont en tête. C'est-à-dire qu'on converge vers la croissance potentielle. La BCE considère que la croissance potentielle en zone euro est à 1,5
0,5%. On y va en 2021. Et en fait, ce qui différencie les économistes, y compris la BCE, c'est la vitesse à laquelle on converge vers cette croissance potentielle. Soit on y va un petit peu plus vite, dès 2019-2020, soit 2020-2021. C'est ce qu'imagine la Banque Centrale Européenne. Comme dans le même temps, elle n'anticipe pas de réaccélération des prix, voilà, la politique de taux devrait rester très accommodante encore très longtemps. Alors on reste sur l'Europe avec nos petits dossiers, hein. On a une bonne liste et on commence par l'Italie. Là, de ce côté-là, ça a l'air de s'arranger puisque l'Italie a revu son budget en baisse maintenant à 2% du PIB, déficit budgétaire. 2,04. Alors moi effectivement, ce sont les journalistes, on fait sauter les virgules, alors 2,04 du PIB. Non, c'est amusant, le 0,4. Alors qu'on était à 2%. Et alors, d'un autre côté, la France, elle, pourrait dépasser les 3% du PIB. On a l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures avec. Non, on est dans des situations très, très différentes. C'est-à-dire que l'Italie, vous savez, dans la procédure budgétaire européenne, les gouvernements s'engagent à une trajectoire sur l'évolution de leur budget. Les Italiens s'étaient engagés dans le gouvernement précédent à arriver à 0,8% en 2019. Là, ils tablaient initialement sur 2,4. Ils reviennent à 2,04. Donc il y a une divergence par rapport à ce qui avait été annoncé. L'autre point sur l'Italie, c'est que la dette publique est très importante, 132% à peu près du PIB, ce qui est considérable. La vraie question sur l'Italie est que, en fait, ce que reflètent tous ces chiffres, c'est que la croissance est très faible en Italie. L'Italie a été le pays le plus rigoureux sur le plan budgétaire depuis 25 ans, plus rigoureux que l'Allemagne, mais il a une croissance très faible et des taux d'intérêt très élevés. Donc il y a un effet d'accumulation de la dette qui joue très fortement et qui est très, très pénalisant. Et donc la question sur l'Italie, c'est pas le déficit en tant que tel, c'est comment on pourrait refaire de la croissance en Italie rapidement. Et sur cette question, on n'a toujours pas de réponse et on n'a pas d'institution européenne pour en discuter. Dans le cas de la France, la situation est différente, c'est-à-dire que une bonne partie du déficit budgétaire vient de cette opération entre le CICE et le pacte de responsabilité. Initialement, en dehors de cette opération, le déficit public était, dans la loi de finances, à 1,9%. Et il fallait rajouter 0,9 points lié au fait que dans le CICE, il y a un crédit d'impôt qui sera remboursé en 2019 et que le basculement vers une réduction des charges commence aussi en 2019. Donc il y a un double effet favorable aux entreprises, mais qui pénalise au moins sur 2019 le budget de l'État. Ce qui veut dire que dès 2020, cette partie, ce 0,9 disparaîtra et la France pourra retrouver son allure initiale. Donc on n'est pas tout à fait dans la même configuration, simplement les mesures qui ont été annoncées cette semaine par Emmanuel Macron vont coûter probablement 0,7% de déficit, donc ça coûte cher et ça repose un petit peu la question justement de comment faire sur le crédit d'impôt des entreprises. Est-ce qu'il est remboursé totalement en 2019, sachant que les entreprises vont bénéficier des baisses de charges, ou est-ce qu'on peut le morceler sur 2019, sur 2020 pour limiter ce déficit budgétaire? En tout état de cause, Bruxelles ne devrait pas du tout bloquer ce dérapage déficitaire budgétaire français. Bruxelles, de toute façon, ne peut pas le bloquer, parce que c'est un choix français. Elle pourrait faire les gros yeux, dire c'est pas bien, elle ne pourra pas faire beaucoup plus. En tout cas, il n'y aura pas de problème comme l'Italie a eu pour se refinancer sur le marché, parce que finalement, c'est le marché qui a... Oui, la vraie question est là. C'est-à-dire qu'on voit bien que sur l'Italie, il y a un problème de liquidité et de capacité de l'État italien à lever la dette. On l'a vu sur les dernières adjudications qui ne sont pas très bien passées. Pour la France, cette question-là n'est pas posée. Alors, on poursuit avec l'autre dossier chaud européen qui est le Brexit. Alors,
Pourquoi est-ce si compliqué finalement de parvenir à un accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, et quelles conséquences ça pourrait avoir sur l'Union européenne? Parce qu'on a entendu les conséquences évidemment sur le Royaume-Uni en cas de non-accord, c'est 7 points même un peu plus. Ah oui, de PIB, donc c'est énorme. Et alors du côté de l'Union européenne finalement, puisqu'on sent que l'Union européenne ne lâche pas non plus, hein. Theresa May a demandé un peu de l'Est, mais apparemment n'a pas obtenu tout ce qu'elle voulait. Pourquoi c'est si compliqué et quelles sont les conséquences dans le pire scénario pour l'Union européenne? La raison principale pour l'Union européenne, c'est qu'il y a déjà eu d'importantes négociations qui ont été menées depuis 2 ans par Michel Barnier, et on voit bien que les Britanniques veulent lâcher le minimum, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir accès au marché unique. Voilà, ils veulent avoir accès au marché unique pour pouvoir continuer d'avoir une bonne activité, mais avec leurs propres règles. L'Union européenne dit non, c'est pas, on joue pas ce jeu-là, et donc il y a eu il y a quelques courtes semaines un document d'accord entre Theresa May et la Commission européenne. Tout le monde était d'accord des deux côtés sur ce document. Pourquoi revenir dessus maintenant du côté de la Commission européenne? Parce que Theresa May n'arrive pas à faire passer cet accord au sein de son propre Parlement. Donc il y a une question interne aux Britanniques, et on voit bien que les Britanniques sont très partagés sur cette question. Et ça, c'est pas une question, c'est pas une problématique purement européenne. Les Britanniques, il y en a une bonne partie qui veulent rester, une bonne partie qui serait prêt à partir, et une bonne partie qui a vraiment envie de partir. Donc comment on fait? C'est un problème purement politique interne au Royaume-Uni, et même si l'Union européenne faisait un geste supplémentaire, je suis pas sûr que ça ferait bouger les lignes au Royaume-Uni. Donc voilà, à Theresa May de trouver la solution, et aux Britanniques de trouver la solution. On termine juste par les échéances 2019 et notamment les élections européennes qui sont prévues. Je ne sais même plus à quel... 26 mai. 26 mai, voilà. Quels sont les enjeux économiques ? Les enjeux économiques sont finalement assez simples. Quand on regarde aujourd'hui l'Europe, il y a un certain nombre de pays qui ne veulent plus forcément jouer les règles européennes. On évoquait l'Italie, on pourrait parler de la Hongrie, de la Roumanie, de la Pologne, de l'Autriche. Voilà, en fait, l'Europe a fonctionné comme un club avec des règles du jeu. Et tout le monde jusqu'à présent avait envie de jouer les règles du jeu parce que chacun avait le sentiment que c'était bénéfique pour lui. Aujourd'hui, on perçoit un doute, on le voit de façon très brutale en Hongrie, où Viktor Orban dit finalement l'Europe, je prends ce que je veux, mais je veux avoir mes propres règles sur un certain nombre de sujets. Et donc les élections européennes vont être intéressantes en cela, c'est qu'elles permettront de compter qui veut faire partie du club et qui n'y est pas. En d'autres termes, on va avoir d'un côté, si on veut caricaturer un peu, une ligne entre Macron l'européen et Orban le pas trop européen, et on va voir sur cette ligne-là où se situe l'équilibre. Est-ce qu'il y a une majorité de pays qui voudront encore jouer le jeu européen ou pas? Et c'est ça qui va être intéressant, mais un peu effrayant quand on regarde par exemple les sondages en France, où on voit bien que ce côté nationaliste est en train de prendre le pas, et c'est quelque chose de préoccupant pour les Européens que nous sommes. Merci beaucoup Philippe Wechter, chef économiste chez Ostrom AM.